Bonsoir Dimitri de Kochko. Bonsoir. Alors Dimitri, nous sommes le 6 février et nous sommes arrivés à la 11e vidéo avec Éveil Français TV. Ce soir en particulier, vous avez décidé de nous parler de quelque chose qui est très important, enfin qui m'inquiète, qui inquiète ceux qui observent ce qui se passe dans le Donbass et en Ukraine. C'est cette espèce de guerre de religion naissante qui est en train de se mettre en place avec des acteurs ultra-violents que sont les nationalistes et néo-nazis ukrainiens. Et donc, vous avez souhaité, à juste raison, apporter votre pierre à l'édifice pour expliquer ce qui se passe et ce qui risque de se passer, hélas, si rien n'est fait pour l'empêcher. Alors, bon, vous, ça vous intéresse et vous avez compris la chose. La majorité des gens, et c'est pour ça que je pense que ça vaut la peine d'en parler, en fait, soit n'ont absolument pas vu du tout ce qui se passait en Ukraine du point de vue religieux, soit n'y ont rien compris. Alors c'est l'occasion. Il faut bien dire que rien n'est fait pour que ce soit à peu près clair. Alors, on va essayer d'être clair. On va essayer justement de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et ce qu'on peut dire, c'est que oui, il se passe une chose importante. Il se passe une chose importante en Ukraine parce qu'on s'est attaqué à un domaine qui est très profond chez les gens, qui est le sentiment religieux, et qui est le sentiment religieux traditionnel dans la région, qui est attaché à l'orthodoxie, c'est-à-dire la vision chrétienne, orthodoxe, orientale, qui est forte dans cette région de l'ancien empire des tsars et dans l'empire soviétique, pendant lequel, il faut encore une fois le rappeler tout de même, la religion était pour le moins maltraitée, y compris, et d'abord sans doute, toutes les religions ont été maltraitées, mais enfin la religion orthodoxe russe a été encore plus maltraitée que les autres, sans doute. C'était la plus nombreuse, c'était celle qui avait le plus d'églises, c'était celle qui avait le clergé le plus nombreux, donc forcément, c'est celle qui a eu le plus de victimes. Et notamment en Ukraine. Donc, on a affaire à une population qui a jamais perdu, sans doute, son sentiment religieux et ses traditions religieuses, mais qui les a gardées sous le boisseau, voire dissimulées, et qui, depuis 20 ans, a une religion qui renaît, en quelque sorte, et qui, en tout cas, s'étend, avec une tradition qui est très importante aussi, c'est que l'orthodoxie russe, elle porte un héritage, et elle porte l'héritage de l'Empire d'Orient de Rome, qui se situait à Byzance-Constantinople. On oublie souvent ici, parce qu'on ne l'a pas étudié comme ça, que Rome, quand elle s'est divisée en deux capitales, en quelque sorte, Rome, je l'entends en tant qu'empire romain. L'empire romain, quand il s'est divisé en deux, il y avait Rome en Occident et Byzance ou Constantinople en Orient. Et c'était pareil. Et ça, on l'oublie. C'est-à-dire que c'est l'Empire romain. Byzance, c'est l'Empire romain. Et il y a eu un schisme après, au 10e, je crois, au 10e siècle, ce n'est que bien plus tard. Ce n'est que quand Rome est tombée. Donc ça, c'est au 5e siècle. 400, j'ai oublié exactement, 460, quelque chose. Byzance a survécu 1000 ans de plus. Puisque la chute de Byzance, elle est de 1400. Elle a été, il est vrai, pas mal abîmée, et c'est une des raisons d'ailleurs de la chute de Byzance, c'est-à-dire de la prise de Constantinople par les Ottomans, les Turcs, c'est qu'elle est croisée occidentaux
qui se sont chargés au XIIIe siècle de détruire Byzance aussi, ce qui a évidemment affaibli l'Empire romain d'Orient. Mais une fois que l'Empire romain d'Orient, justement, a été détruit, la tradition chrétienne que l'Empire de Byzance avait conservée a été transmise justement à la Russie kiévienne, qui était en fait la première Russie, la Rousse, jusqu'à ce que les Tatars, Gengis Khan, détruisent Kiev et que les princes russes se réfugient plus au nord, notamment à Moscou, mais aussi à Novgorod, à Tver, à Yaroslav, à Vladimir, etc. Je vous schématise l'histoire russe, mais en gros, cela explique que l'on parle de Russie kiévienne parce que c'est le berceau de la Russie, effectivement. Kiev a été détruite, mais intégralement, par la Horde d'Or, ce qu'on appelait, et les principautés russes ont continué la tradition dans le nord, et notamment à Moscou. Et donc, quand Byzance est tombée, c'était déjà Moscou qui avait pris la place principale, et quand Moscou s'est senti suffisamment fort pour pouvoir dire nous maintenant c'est nous qui représentons la tradition du christianisme et de la tradition finalement romaine, que représentons l'héritage romain, eh bien c'est pour ça qu'on a parlé de Moscou troisième Rome. D'accord. Vous voyez donc tout cet héritage, il est là, et donc y compris symboliquement Kiev, où il y a donc notamment des lieux saints de l'orthodoxie, où il y a des héros de l'histoire russe qui sont enterrés dans divers monastères aujourd'hui d'Ukraine, et bien évidemment l'ensemble que constituait le monde orthodoxe d'Ukraine, de Biélorussie, je parle en termes d'aujourd'hui, qui n'étaient pas du tout ceux de l'époque, puisque l'Ukraine n'existait pas en tant que telle. L'Ukraine, ça veut dire le pays qui est sur le bord. On parlait de ça parce qu'on désignait par là une région de l'Empire. Mais le peuple est le même s'il y a des accents différents, même s'il y a quelquefois des patois différents, etc. Eh bien, cette tradition donc religieuse étant la même, quand la Russie s'est, disons, constituée justement, et que Moscou est devenu le potentiel héritier, je dirais, eh bien, quand l'Ukraine, qui, après avoir été détruite et désertée par les hordes tatars, elle est restée dans des steppes qui étaient très peu occupées et qui ont été peuplées par des paysans, des réfugiés de beaucoup de régions, y compris de l'Est de l'Europe, y compris de l'Asie, et y compris de la Russie, où il y avait le servage, où il y avait eu déjà quelquefois des tensions religieuses, et qui étaient ce qu'on appelle les Cosaques zaporogues. C'est les Cosaques étant des gens qui étaient organisés d'une manière assez anarchique, faut bien le dire, très sympathique, très désordonnée, qui avaient des principes de liberté et qui vivaient en fait de rapines essentiellement des Turcs et quelquefois des Polonais. C'est très bien raconté dans le roman qui s'appelle Taras Bulba, tout ça, de Gogol. Donc je vous conseille la lecture de ça parce que d'abord c'est très intéressant à lire, c'est quelque chose qu'on peut lire en plus aux enfants ou aux adolescents, c'est passionnant et ça raconte bien ce qu'était justement l'Ukraine des Cosaques zaporogues. Elle était sous domination polonaise
en fait une domination polonaise de ces Cosaques, dont le nombre était même limité par les Polonais, mais qui étaient en conflit assez constant pour des questions justement religieuses. Car les Cosaques se maintenaient dans une tradition orientale, alors que les Polonais étaient des catholiques de rite occidental, romain. Je passe là, parce que là on va rentrer dans l'histoire de l'Ukraine, mais donc l'Ukraine demande les Cosaques zaporogues, en étant passés de l'un à l'autre, du polonais à suédois, etc., finalement demande son rattachement à la Russie, à l'Empire russe. Et ça se fait en 1654. Date importante parce que c'est 300 ans plus tard, en 1954, que pour fêter ou pour marquer le tricentenaire de rattachement de l'Ukraine au reste de l'Empire russe, Khrouchtchev a fait entrer administrativement la Crimée dans la République d'Ukraine. Ce qui n'était pas légal, hein, je crois. En 54. Ben évidemment, ce n'était pas légal puisqu'il l'a demandé à personne d'abord. Et qu'ensuite, n'oubliez pas que Staline était arrivé à obtenir, alors là, on compte encore un autre sujet, Staline était arrivé à faire reconnaître l'Ukraine comme un pays par l'ONU, de façon à avoir 3 voix. Il a refait reconnaître la Biélorussie, l'Ukraine et la Russie. Mais donc, à la limite, l'Ukraine ayant été reconnue en 1945 comme pays par l'ONU, elle n'avait évidemment pas dans ses frontières administratives la Crimée. Donc aujourd'hui, si vous voulez, quand l'Ukraine demande à être reconnue dans ses frontières d'origine, enfin de création de l'Ukraine, manque de chance, il n'y avait pas la Crimée, puisque c'est en 1954 seulement. Donc ça fait partie des petites anecdotes juridiques de la dispute sur la Crimée, notamment, enfin, avec les Occidentaux. Peu importe. En matière religieuse, en tout cas, quelques années plus tard, en 1686, le patriarcat qui continuait à être le numéro 2 de la chrétienté après le pape de Rome, héritier de Saint-Pierre, et qui était le patriarche de Constantinople, transmet en quelque sorte le tomos, qu'on appelle ça, et c'est un mot qu'on va retrouver aujourd'hui justement, bref, transmet l'autocéphalie et le patriarcat à Moscou. Et en 1686, reconnaît que l'Ukraine fait partie de ce patriarcat russe qui avait déjà été reconnu en fait justement après la chute de Byzance, quand le patriarcat de Constantinople a été réduit à sa portion congrue en fait, ce qu'il est aujourd'hui d'ailleurs. Voilà pour planter les choses. Donc nous avons un patriarcat symbolique historiquement à Constantinople, qui est un patriarcat en quelque sorte qui a une vocation mondiale, ou en tout cas qu'il considère comme tel, hautement symbolique, hautement hérité de l'histoire, parce que si le Vatican est plus qu'un quartier de Rome, puisqu'il a un statut d'État et qu'il a quand même une influence qui est au niveau des populations beaucoup plus importante que ce mini-État du Vatican. Qui est récent d'ailleurs, hein, puisque date de en 1929. revanche, le quartier dans lequel habite le patriarche de Constantinople, c'est un pâté de maison. Reconnu par personne ou à peu près, si ce n'est comme un patriarcat qui reste dans une certaine hiérarchie des patriarches orthodoxes. Or, il y en a plusieurs. Il y a des patriarches qui datent en plus d'il y a très longtemps. C'est ceux d'Antioche, d'Alexandrie, de Jérusalem. Ce sont des patriarches orthodoxes qui sont liés
en général à des territoires et qui sont reconnus comme étant les maîtres sur ce territoire. Il y a un accord entre les églises, y compris entre le catholicisme et les orthodoxes d'ailleurs, pour ne pas aller prêcher sur les terres de l'autre. Il n'y a pas de terre de mission, si vous voulez, en terre chrétienne. Donc, cette église qui existe en Ukraine, l'église orthodoxe d'Ukraine, elle a un patriarche, c'est celui de Moscou. Mais l'église d'Ukraine est une église qui est autonome et qui s'appelle d'ailleurs l'église orthodoxe d'Ukraine. Là, je saute à aujourd'hui. La situation en Ukraine contemporaine après les événements du Maïdan et après que le régime de Kiev se soit installé avec un certain nombre d'extrémistes, il faut bien le dire, de nationalistes agressifs et de référence, je dirais, à un passé pour le moins sulfureux sur lequel, malheureusement, dans nos pays, on ferme les yeux, mais qui était quand même un passé nazi. Ouais. Eh bien, la situation était la suivante au niveau de l'Église orthodoxe, sachant qu'il y a par ailleurs aussi une minorité dans l'Ukraine occidentale par héritage historique des catholiques qui respectent un rite oriental comme les orthodoxes, dont les prêtres peuvent être mariés. Ah oui. Ce qui a fait un petit problème parce qu'il y a eu à un moment, sous Jean-Paul II d'ailleurs, un certain nombre de prêtres en France, par exemple, ou de gens, attention, de séminaristes qui allaient être prêtres, qui avaient compris qu'en étant ce qu'on appelle uniate, c'est-à-dire catholique de rite oriental, ils pourraient être mariés. Alors il y en a plein qui devenaient uniates, et c'est Jean-Paul II qui lui connaissait le truc, qui a arrêté ce petit mouvement, qui était une façon de se sortir de la situation en fait, puisque les orthodoxes, comme les uniates, autorisent des hommes mariés à devenir prêtres. Attention, pas des prêtres à se marier, hein. Grande différence. Donc il faut, le séminariste qui veut devenir prêtre, il faut qu'il trouve femme avant d'être consacré prêtre, si vous voulez. Okay. Important, hein. Mais enfin bon, en tout cas, des hommes mariés peuvent être prêtres. En tout cas, aujourd'hui la situation, donc en Ukraine, j'y reviens, il y avait 3 églises orthodoxes. Il y avait l'église majoritaire qui s'appelait l'église orthodoxe d'Ukraine. Alors, c'est des initiales à chaque fois. Les initiales russes, c'est UPC, enfin russe ou ukrainienne, hein, UPC, qui était du patriarcat de Moscou. C'est l'église ultra majoritaire. Elle est canonique. Ultra majoritaire. Or, parmi les Ukrainiens, il y a quand même beaucoup de croyants. Hein. D'après des sondages qui avaient été faits encore en 2010, je crois, il y avait 78% d'Ukrainiens qui étaient croyants, dont 67% d'orthodoxes. Sachant qu'il y a une dizaine de pourcents d'uniates et que les Américains et les sectes américaines ont quand même fait beaucoup de dégâts en Ukraine en convertissant les gens à différentes sectes protestantes. Ce qui est en général une façon d'agir assez coutumière de la CIA par le biais de ces sectes protestantes en tout genre. Donc, il y en a plus en Ukraine qu'il n'y a pu y en avoir en Russie. En Russie, moi j'en ai vu moi-même beaucoup au début des années 90, quand il y avait une pauvreté, une misère, une désorganisation, la pagaille, hein, une crise morale, etc. Aussi, hein. Parce que les Américains faisaient
vous savez, ils font des espèces de réunions dans des stades ou dans des grands locaux Oui, oui. où il y a un prêcheur qui vient raconter ces trucs-là. Et là, je me rappelle, il donnait 5 dollars pour que les gens viennent. À l'époque, 5 dollars, c'était pas rien. C'était pas rien. Et les gens venaient. Ils étaient terriblement méprisés par les Américains qui leur donnaient ces sous. Je dois dire, moi, j'en étais très choqué quand j'avais vu ça. Bon, les gens, ils pouvaient rien faire d'autre parce qu'ils en avaient besoin de cet argent. Donc, ils venaient, ils écoutaient, ils criaient, ils chantaient. Mais bon, une fois que les choses se sont améliorées, ils ont eu qu'assez peu de succès. Et l'Église orthodoxe russe a réagi contre ces sectes. Et je pense que l'État les a aidés aussi. Et d'ailleurs, récemment, il y a eu des lois qui sont passées, à mon avis, qui sont allées un peu trop loin d'ailleurs, notamment par exemple sur les témoins de Jéhovah. Ils ont interdit les témoins de Jéhovah en Russie. Moi, je pense pas. Les témoins de Jéhovah ne sont pas ceux par lesquels la CIA agit le plus. Ce sont des gens qui sont un peu originaux, qui ont leur conception des choses. Mais il y a d'autres sectes qui, elles, sont beaucoup plus teigneuses ou agressives et qui, elles, sont beaucoup plus manipulées. Bref, l'Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou, ça représentait la majorité des fidèles, à peu près 80% des fidèles orthodoxes de toute l'Ukraine. D'accord. Ça représentait 12 000 églises et monastères. Ça, c'est en 2016. C'est-à-dire déjà après le Maïdan et tout ça. Sachant que depuis le Maïdan et déjà à l'époque de la révolution entre guillemets orange, il y avait eu beaucoup d'églises, de l'église qu'on appelle canonique, c'est-à-dire celle reconnue par tout le monde orthodoxe en Ukraine, c'est donc qui avait été volée par des nationalistes ou par des gouvernementaux ou par des groupements politiques qui étaient arrivés, ou bien par des fidèles qui étaient devenus partisans, je dirais, des idéologies actuellement véhiculées au pouvoir en Ukraine. Donc, ces gens-là... Dimitri, oui. Donc il faut bien préciser une chose, c'est que l'église canonique, c'est en fait l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou. C'est exactement ça. On est d'accord. Voilà. Donc il y a eu une deuxième église qui, donc, comme je le disais, a notamment fait des raids, comme ils disent les ex-soviétiques en général, contre des églises ou des monastères, et on en pris un certain nombre, mais assez peu en fait, environ 5000 églises et monastères. Dans ces monastères, d'ailleurs, ils en ont une soixantaine, je crois, et il y a très peu de moines. Quelquefois, ces églises-là ont été mises sous, et ça depuis l'indépendance, entre guillemets, de l'Ukraine, dans les années 90, ils ont trouvé un personnage qui a été soutenu, qui était un ancien métropolite, il faut bien le dire, qui était un agent du KGB, qui était un monsieur qui, tout en étant agent du KGB, et j'ai dit tout à l'heure que les prêtres pouvaient être mariés, mais c'est ce qu'on appelle le clergé blanc. Il y a aussi un clergé noir, c'est-à-dire un clergé qui, lui, est un clergé de moine. Et ce clergé noir ne peut pas être marié, puisqu'il est moine. Vous pouvez les reconnaître, c'est ceux qui ont des chapeaux un peu plus hauts, noirs, avec une traîne derrière. Ça s'appelle un kabouk en russe. Et ces moines peuvent devenir évêques. Mais eux ne sont pas mariés. Ils ne peuvent pas être mariés. Mais voilà, le monsieur qui était un métropolite, dont le nom est Denisenko, lui était non seulement marié, mais il avait 3 enfants.
Enfin, il était encore une fois plutôt un agent du KGB. Hein. Le patriarche Alexei, après la chute de l'URSS, l'avait envoyé d'abord en Ukraine, et puis visiblement Denisenko essayait de jouer son propre jeu là-dedans. En un mot, il rêvait d'être calife à la place du calife, et il voulait être patriarche. C'est le fameux Philarète, hein, c'est ça? Alors il s'est nommé patriarche, et ça a été reconnu par le pouvoir politique local. Et il s'est appelé Philarète quand il était métropolite, et donc il s'est appelé patriarche Philarète, qui est reconnu à peu près par personne. Hein. Mais il se déguise en patriarche, hein, quand même. Il se déguise en patriarche comme celui de Moscou. Et alors, il a monté donc sa propre église, qui est soi-disant uniquement ukrainienne, dépendant du gouvernement de Kiev en quelque sorte. Là aussi, immixtion donc de l'État dans les affaires religieuses. Il y a une troisième église orthodoxe qui était une église qui était dans l'immigration. Et c'est de là, à l'époque soviétique, dans la mesure où elle ne pouvait pas être en coordination administrative et autres avec Moscou, qui était sous le contrôle des soviétiques, ni avec Kiev, qui était tout autant sous le contrôle des soviétiques, eh bien, il s'était mis par commodité, en quelque sorte, sous la juridiction du patriarcat de Constantinople. D'accord. Il y a donc une église du patriarcat de Constantinople qui était essentiellement en immigration au Canada, aux États-Unis notamment, où il y a une grande immigration ukrainienne, en France aussi, hein, et qui, en revenant, et puis compte tenu de certains éléments d'histoire aussi, s'est implanté dans l'ouest de l'Ukraine, notamment dans la partie de la Galicie, où il y avait eu, où par ailleurs il y a ces fameux catholiques de rite oriental, uniates. Et ça, c'est une église qui représente environ 2000 églises en Ukraine, et assez peu, enfin beaucoup moins de fidèles, mais qui a aussi son métropolite, et qui, encore une fois, est attaché à Constantinople. C'était un peu la situation, puisque là on parlait de l'immigration, c'était la situation par exemple en France, où on avait 3 églises orthodoxes russes. On avait le patriarcat de Moscou, à Paris ils avaient une église à la rue Pétel, dans le 15e. Il y avait l'église de la rue d'Aru, si vous voulez, et de la rue de Crimée. Ça, c'était un patriarcat qui, avec le métropolite qui avait été obligé d'émigrer, qui avait été le métropolite de l'ouest de la Russie, qui s'appelait Euloge, et qui s'est retrouvé en France, d'abord en Allemagne, puis en France, bon, c'est assez compliqué, mais qui, compte tenu de ce qui se passait à Moscou sous le pouvoir bolchevique dans les années 20, avec notamment l'arrêt de facto du patriarcat de Moscou, avec le fait que les évêques, ou une grande majorité des évêques avaient été mis dans les camps, ne pouvaient plus être avec Moscou, et donc a dit provisoirement s'est rattaché à Constantinople. D'accord. Et puis il y avait ce qu'on appelle l'église synodale, hors frontières, qui était d'un autre métropolite, qui, en Yougoslavie, notamment, où il y avait beaucoup d'émigration blanche, en Tchécoslovaquie et dans d'autres régions, bref, n'ont pas été d'accord avec Euloge, et qui ont constitué une autre église qui s'appelait donc l'église synodale hors frontières. Jusque à la chute de l'URSS, c'est ce qui existait. L'église synodale était considérée comme la plus à droite. C'est eux qui avaient béatifié notamment Nicolas II comme martyr des bolcheviks.
L'église de Constantinople, du métropolitologe, puis de ceux qui lui ont succédé, était considérée comme la plus neutre, et en plus celle qui avait introduit les réformes qu'avait fait le synode en 1917 entre la révolution de février et d'octobre, où le patriarcat a repris réellement des forces et où l'Église orthodoxe s'est penchée sur son sort et sur son avenir, où notamment elle a légiféré. Et puis le patriarcat de Moscou, qui lui était considéré comme étant complètement soumis au pouvoir soviétique. Ce qui n'était qu'en partie vrai, mais ce qui était quand même vrai, bien sûr. Donc, à l'époque, donc jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les fidèles pouvaient aller librement dans telle ou telle église. Les gens pouvaient s'engueuler entre eux, ça se passait d'ailleurs, mais ils étaient libres. Et personne ne se mêlait de ces affaires religieuses et de leurs choix religieux. En Ukraine, il y avait ces trois églises, il y a ces trois églises, enfin, il y avait, puisque maintenant les choses ont changé justement. Et ils pouvaient être libres d'aller là où ils voulaient. Et il faut bien dire que la majorité des orthodoxes, comme je l'ai dit, allaient dans l'église canonique de l'église ukrainienne du patriarcat de Moscou, et ils n'ont jamais demandé à changer. Or, depuis un certain temps, que ce soit sous la pression de ce fameux Denisenko-Filaret, mais surtout récemment avec le président Parashenko, qui a estimé qu'il était bon pour le régime de Kiev de se faire sa propre église. Et malheureusement, tout ça est très compliqué, parce qu'il y a évidemment, d'abord, c'est certainement pas un président qui doit décider dans quelle église doivent aller des fidèles. Oui, parce que là, il y a violation. Il y avait quand même plusieurs buts là-dedans. Il va affronter une campagne électorale en mars prochain, dans laquelle il n'est pas forcément favori. Oui, non, très mal. Il faut donc qu'il arrive à convaincre pas tellement des électeurs, en fait, mais essentiellement ceux qui font les élections en Ukraine, c'est-à-dire essentiellement les Américains, qui ont l'air d'avoir choisi plutôt Yulia Tymoshenko, que quelquefois les Ukrainiens appellent ironiquement la fée du gaz, parce qu'elle avait fait beaucoup d'argent sur le gaz, justement. Elle avait fait de la prison, d'ailleurs. Hein. Et puis elle a fait un peu de prison aussi, oui. Mais enfin, qui maintenant revient donc en favorite, et que les Américains semblent vouloir favoriser. Donc Parashenko fait une contre-offensive religieuse, et puis en même temps, c'est un businessman quand même. Il se dit, bah oui, mais c'est que des églises, ils en ont 12 000, là, ceux de Moscou. Il y a des bons terrains là-dedans. Il y a des bons moyens de distribution. Il y a des monastères qui sont des monuments historiques qui sont visités, qui rapportent des sous. Donc, si on arrive à changer de juridiction, eh ben, on va pouvoir se mettre le grappin là-dessus. Et c'est malheureusement ce qui commence à se faire maintenant. Parce que pour arriver à ça, eh ben, il a monté tout un truc avec l'aide des Américains, bien sûr, qui eux considéraient depuis un certain temps, et notamment toujours et comme d'habitude en matière de géopolitique, Zbigniew Brzezinski, qui considérait que pour la politique étrangère de Washington, l'orthodoxie était un obstacle et que c'était un ennemi. Et donc, évidemment, Parashenko a trouvé une oreille tout à fait favorable du côté des États-Unis pour dire, bon ben oui, on va détruire l'orthodoxie en général. Ça, c'est pas forcément ce qu'ils ont dit à Parashenko, mais en tout cas, ils ont dit, oui, d'accord, allons-y, on va affaiblir les Russes, puisque le patriarcat de Moscou, on va le renvoyer dans les plumes, mais l'ennui, c'est que c'est le patriarcat de Moscou qui, canoniquement, était le patriarcat de référence de l'église ukrainienne orthodoxe. Alors, ils ont inventé
un nouveau procédé en quelque sorte. Ils se sont adressés au patriarche qui s'appelle Bartholomée de Constantinople, en disant après tout, c'est vous le patriarche numéro 2, c'est vous qui avez l'importance historique, c'est vous qui avez donné en quelque sorte l'Ukraine, qui avait reconnu l'Ukraine au patriarcat de Moscou en 1686, et bien maintenant vous n'avez qu'à le reprendre. Alors, évidemment, Bartholomée, dans son quartier de Constantinople, enfin d'Istanbul, ouais, oui, bah évidemment. Mais là, apparemment, Parachenko a trouvé des arguments, c'est que il est arrivé à lui proposer des sous. Ah. On parle de 25 millions de dollars. Est-ce que c'est les Américains qui les ont donnés? Est-ce que c'est des hommes d'affaires ou des oligarques ukrainiens nationalistes? On ne sait pas bien. On n'a pas de preuve de ça de toute façon, mais il semblerait que ça s'est fait à peu près au printemps dernier. Et Parachenko est allé négocier avec Bartholomée en disant, ben voilà, écoutez, ce que vous allez faire, vous allez prendre ce qu'on appelle le fameux tomos, dont vous parliez tout à l'heure, et c'est-à-dire vous allez nous attribuer l'autocéphalie. C'est-à-dire on va devenir nous-mêmes nos chefs. Et comme ça, ça deviendra que le patriarche qui s'est nommé lui-même, là, Denisenko, l'ancien KGBiste à 3 enfants, là, il va pouvoir devenir patriarche pour de bon. L'ennui, c'est que Bartholomée, il n'aime pas du tout ce mec-là, là, le Philaret. Il lui-même a été désigné par le patriarcat de Moscou maintenant, avec le patriarche Cyril, qui aujourd'hui, et le patriarche Alexis, qu'il y avait avant Cyril, donc celui de Moscou, avait déjà été déclaré schismatique et avait été licencié en quelque sorte de l'église orthodoxe russe. Une excommunication en fait. Et ukrainienne. Donc c'est le Philaret. Et Bartholomée n'aime pas tellement Philaret d'après tout ce qu'on me racontait en tout cas. Donc lui aussi a commencé à jouer des jeux compliqués. Apparemment les sous, ça il les prend. Mais comme Parachenko a essayé de ne lui donner qu'une partie des sous, et qu'il l'a su, à un moment, si vous avez bien suivi les affaires, pendant l'année dernière, il y a eu des revirements sans arrêt, des psychodrames, où Parachenko attendait Bartholomée, notamment pour la célébration des 1030 ans de ce qu'on appelle le baptême de la Russie, qui a eu lieu à Kiev par le prince Vladimir en 980. Eh bien, logiquement, Bartholomée devait venir là et puis proclamer l'autocéphalie à cette occasion-là. Manque de chance, c'est l'église canonique ukrainienne qui a fait les chemins de croix, les défilés les plus nombreux à l'occasion de cette célébration. Et quand c'est l'église de Philaret a voulu faire des démonstrations, ils ont rassemblé une dizaine de milliers de personnes, alors que les autres, c'était près de 300 000, voire plus. Donc évidemment, ça faisait mauvais effet. Mais en même temps, Bartholomée, il faisait la gueule parce que l'autre lui avait pas donné tous les sous apparemment. Donc c'est normal, c'est business quand même. Encore une fois, M. Parachenko, c'est un businessman. Bon, apparemment, ça s'est réglé. Parachenko a lâché ce qui manquait et Bartholomée est venu lui accorder l'autocéphalie, l'automos, etc. Entre-temps, le patriarche Cyril est allé voir Bartholomée en disant « Attention, vous n'avez aucun droit de faire ça. Vous êtes certes le patriarche universel, en quelque sorte, numéro 2 après le pape, mais vous n'avez aucun droit et aucun pouvoir sur nous. Et puis en plus, dans l'Église orthodoxe, la tradition est qu'au moins les fidèles demandent un changement, qu'il y ait un synode ou une assemblée des ecclésiastiques de cette juridiction, et que la majorité
se prononce pour sortir de telle ou telle juridiction et de la changer. Ça n'a pas été le cas. Personne n'a rien demandé, ni les fidèles, ni les ecclésiastiques. À marche forcée, Parachenko fait proclamer cette autocéphalie, crée une nouvelle église ukrainienne. Donc en fait, il ne se prononce pas en faveur du fameux patriarche, entre guillemets, Philaret. Il en crée une nouvelle et il fout un nouveau métropolite qui a 40 ans d'ailleurs et qui, pour le jour de son anniversaire, on lui offre une sorte d'autocéphalie, là en janvier, récemment. On en fait l'église centrale d'Ukraine, qui est maintenant la seule église ukrainienne orthodoxe. Et les autres, on va leur changer leur nom. Et puis on va commencer, et alors là ça a commencé, on se met à attaquer les prêtres, on se met à jouer sur le statut juridique des églises qui n'appartiennent non pas à l'État, comme en France depuis la loi de 1905, mais qui appartiennent à la communauté des paroissiens. Donc on réunit les paroissiens quelquefois la nuit, en les terrorisant, et avec des commandos qui arrivent de l'extérieur, qui s'inscrivent quelquefois comme paroissiens, et qui font des votes complètement truqués, bien sûr, où ils virent le prêtre, qui du coup dit ses messes à l'extérieur de l'église, où ils font des menaces contre les enfants des prêtres, pour qu'ils cèdent et qu'ils transmettent l'église qui était canonique, à la nouvelle église.